Salut. Donc salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, Florent Moncam, entrepreneur investisseur, on a accompagné des milliers de personnes à investir en immobilier. Et aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière car on n'est pas à Montréal ni au Cameroun ou même au Mexique ou à Bali, on est de retour à Paris après de nombreuses années. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire le tour de cet appartement que j'ai loué exceptionnellement pour le séjour. Je suis sur le point de faire des acquisitions avec des participants à moi qui sont également partenaires immobiliers et on se retrouve dans le 16e arrondissement de Paris et donc j'ai décidé de louer cet appartement pour me projeter, visualiser. Donc là on est dans un appartement de 100 mètres carrés. Donc je sais que ça change de Montréal, les surfaces sont un peu plus petites mais bon pour Paris c'est quand même assez grand, sachant que moi j'ai le premier appartement que j'ai loué en France, c'était un 15 mètres carrés à Montpellier. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente. Moi je trouve ça petit, parce qu'on est habitué à de plus grandes tailles au Canada. Mais bon voilà, j'ai quand même décidé de vous faire le tour de cet appartement et vous dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on est sur un 100 mètres carrés, donc là on est dans la salle de vie, donc le salon avec un espace de vie. On a la télé. Ce qui est bien avec cet appartement, c'est que c'est assez illuminé. C'est très bien insonorisé également. Et ça permet vraiment d'être tranquille malgré le fait qu'on soit proche de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Il n'y a pas énormément de bruit. Moi qui suis quelqu'un qui aime la tranquillité, à Montréal, j'habite limite dans la forêt. Donc c'est un très bel endroit pour que ce soit pour de la famille, pour des personnes seules ou même pour venir travailler. Donc c'est pour ça que ici là, j'ai aménagé mon petit espace de travail avec mon ordinateur. On a quand même une grande salle à manger. Je pense que la table est même extensible. Donc voilà. Donc ici on a la vue sur la cour. On a la vue sur la cour. Donc c'est un appartement qui se loue à la semaine. Ça se loue à peu près à. Bon, j'ai quand même eu une belle offre. À la semaine, ça se loue un tout petit peu moins de 3 000 €. Donc ça vous laisse imaginer le type de rentabilité que vous pouvez avoir. Donc j'imagine si cet appartement est loué ne serait-ce que 20 jours dans le mois, ça peut représenter facilement en tout cas ça fait je dirais que ça fait entre 10 et 15 000 € de revenus bruts bien évidemment. Donc on va faire le tour de l'appartement. Donc là comme je vous ai dit, on a la salle à manger, on a l'espace pour manger, la salle, l'espace salon. Ici on a la salle de bain, qui est une fois de plus assez petite pour moi, mais je pense que pour un appartement parisien, ça fait l'affaire. Donc voilà, espace douche. On va pas nécessairement rentrer ici parce qu'on n'a pas la place pour moi et le caméraman. Ici, on a la cuisine qui est quand même assez spacieuse, je trouve. Voilà, avec tout ce qu'il faut, avec tout ce qu'il faut. Moi, j'aurais même rajouté ici un espace, une petite table pour 2 personnes, par exemple, si vous voulez prendre du café, etc. Donc une fois de plus avec vue sur la cour. Moi, limite, je préfère vue sur la cour. Lorsqu'on est à l'intérieur de lorsqu'on est du côté vie, je dirais. Parce que c'est plus tranquille, il n'y a pas nécessairement de bruit. Ici, on a les toilettes, pareil, assez petit pour Montréal, mais pour Paris, honnêtement, ça fait l'affaire. En fait, j'ai dit ça pourquoi? Parce que je suis plus habitué à Montréal, on a quand même de très grands espaces. Mais ici, quand même, un 100 mètres carrés à Paris, c'est énorme, Donc ici on a 3 chambres. Donc ici on va pas nécessairement rentrer ici, mais c'est là que j'ai mis mes affaires pour le séjour. Donc voilà, vous voyez directement là, ça donne sur la rue. On a l'Arc de Triomphe, même pas 200 mètres, 200-300 mètres. Et de l'autre côté, on a les Champs-Élysées. Donc on va visiter les 2 autres chambres également. Donc là on a quand même pas mal d'espace de rangement. On a pas mal d'espace de rangement ici. Ici, on a la 2e chambre. Donc, c'est des chambres assez similaires. Des chambres assez similaires, très bien illuminées. Avec une fois de plus, la vue. On a le métro ici, juste en bas. C'est quel métro? C'est Argentine. On a le métro Argentine ici, juste en bas. Donc voilà. Ouais, c'est quand même assez bruyant, mais dès qu'on ferme, on n'entend plus rien. Et pour avoir déjà passé une nuit ici, j'ai très bien dormi, malgré le fait que les chambres soient du côté de la rue. Donc, on va continuer. Là, on va aller dans la chambre qui est un peu plus grande, où je suis actuellement. Là, c'est la 3e chambre un peu plus spacieuse. Et pareil, avec espace
Voilà, avec le côté rue, quoi. Donc franchement, j'aime bien pour. C'est rare que ça fait plusieurs années que je suis pas revenu à Paris, mais franchement, cet appartement me plaît beaucoup et ça me donne même envie de réinvestir. Donc, on a plusieurs choses de prévues aujourd'hui. Dans 2 heures et demie de temps, j'ai un coaching avec ma coach en prise de parole. Donc, qui est basée à Montréal également, mais qui est de passage à Paris. Donc, du coup, on a décidé de faire ma session de coaching ici. Donc, comme quoi, il faut toujours se faire accompagner. Et par la suite, on a prévu également une session de tournage pour ma chaîne YouTube afin de mettre en avant, bien évidemment, ce qu'elle propose. Et également de montrer, qu'il existe également des femmes entrepreneurs au Québec qui réussissent. Par la suite, on va faire un petit tour là où j'habitais avant. Donc, le quartier dans lequel j'habitais avant qui s'appelle Bagnolet. Parce que j'ai envie de voir un peu comment ça a évolué en termes de développement. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'infrastructures qui ont été mises en place. Donc, on va faire un tour là-bas. Et ensuite, je vais revenir ici parce que j'ai rendez-vous avec un de nos clients qui est également de passage à Paris. Et voilà, avec qui je vais m'entretenir ce soir. Bon, malheureusement, on ne pourra pas filmer. Mais voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, sur Paris, je suis là pour à peu près une semaine. Programme assez chargé. Voilà, j'ai visité des appartements, signature de compromis pour les acquisitions qu'on va faire avec certains de nos participants. Je dois rencontrer également un family office. C'est quoi un family office? C'est tout simplement un cabinet de gestion de fortune. Ça, je le fais pour le compte d'un de nos clients qui veut se faire accompagner d'un point de vue plus large, en fait, transverse. Quand je dis transverse, c'est immobilier, finance, assurance, gestion immobilière, fiscalité, avocat, enfin bon, voilà, c'est un peu toute une panoplie de services pour préserver son patrimoine. C'est ce qu'on appelle un family office. Donc je dois en rencontrer un également demain. J'ai également une interview pour l'émission Parlons Business qui aura lieu après-demain. Donc pareil, je vais vous emmener dans les coulisses de cet événement-ci. Et par la suite, voilà, j'ai prévu de passer du bon temps avec certains de mes amis avec qui j'ai évolué ici. Donc j'ai plusieurs amis qui vont me rejoindre également ici. Bon, on va séjourner ici tous ensemble, on va un peu profiter, voilà, passer du bon temps comme à l'époque. Et vendredi soir, j'ai prévu également d'aller au restaurant avec d'anciens collègues à moi et d'anciens camarades de classe. Donc sans plus tarder, on va s'apprêter, on va aller faire un petit tour dehors et on va également appeler le chauffeur pour nous amener du côté de Bagnolet. Donc on se dit à tout de suite. Ciao. Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu à Paris? Paris, la dernière fois que je suis venu à Paris, c'était en... Je compte pas les escales. Je compte pas les escales. Je crois que ça fait au moins 3 voire 4 ans. 3 voire 4 ans et... ça fait un bout quand même. Ça, je me dis, le temps passe vite. Depuis la dernière fois qu'on avait fait le... Voilà, je crois que la dernière fois, c'était quand on avait fait la vidéo, là. Ouais, depuis là, je suis pas revenu. Je suis revenu en France, en fait. Quand je vais en France, en fait, je vais dans le sud. Je vais à Montpellier. Et pareil, ça fait non, ça fait un moment. Ça fait un moment quand même. Du coup, tu recommences à réinvestir en France. Là, j'y songe. Parce que en fait, parce que j'ai quitté la France en 2016. J'ai revendu une bonne partie de mes appartements avant de quitter et j'ai revendu le reste en arrivant au Canada. Là, on a juste un ou deux lots que j'ai avec, dans le cadre familial. Bon, c'est pas, ça, on va dire, ça compte pas vraiment, mais c'est ça. Je m'étais focus vraiment sur le Canada. Et là, avec la prise de valeur qu'il y a eu là-bas, et aussi la demande, parce que j'ai pas mal de mes clients qui sont originaires de la France et qui ont également fait pas mal d'acquisitions. Et grâce à la prise de valeur, le gain en capital, le capital qui a été généré, l'équité qui a été générée, il y en a pas mal qui ont un excédent de liquidité qui souhaitent du coup réinvestir ici. Donc
c'est sûr que les choses ont un peu évolué. Donc là, j'ai dû un peu me remettre à jour par rapport au processus d'investissement parce que je sais qu'il y a pas mal de paramètres qui ont changé en termes de financement. Les taux ont également augmenté, mais bon, honnêtement, les taux, c'est très relatif parce que quand je compare les taux ici, les taux du Canada, ça n'a rien à voir. Donc au Canada, les taux sont beaucoup plus élevés. Et hormis ça, ça ne m'empêche pas de faire des bons prix, mais c'est ça. Là, l'idée, c'est de vraiment... Là, je suis revenu un peu pour me remettre à jour. On a plusieurs offres d'achat qui ont été acceptées, notamment ici, là, on est dans le 16e. Et c'est ça, l'idée, c'est de faire un peu de la veille de marché pour certains de nos participants où on va faire des acquisitions en groupe. Donc là, on a à peu près 4 biens qu'on a pu cibler, dont 2 offres d'achat qui sont acceptées. Donc là, je dois rencontrer, durant mon séjour, je dois rencontrer l'agent immobilier qui nous accompagne dans ce processus-là. Et c'est ça, voir également en termes de financement, gestion, enfin voilà. On recommence un peu le processus des zéros et ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de repartir à mes débuts, quoi. Et du coup, là, depuis que tu étais venu la dernière fois, là, parce que la dernière fois que tu étais venu, comme tu as dit, c'était la fois où tu avais fait l'interview, mais du coup, qu'est-ce qui a changé là depuis? En termes de business, en termes de... Par rapport à toi. Beaucoup de choses ont évolué, hein. Beaucoup de choses ont évolué. En fait, si tu veux, à l'époque, j'étais partout. Tu vois, j'étais partout. On faisait l'immobilier par-ci, par-là. J'accompagnais beaucoup de personnes également en France. Après, tu sais, j'ai commencé à focus sur ce qui... C'est pas que ça ne fonctionnait pas en France, mais la demande était beaucoup plus croissante au Canada, vu que j'habite là-bas. Donc, je veux te dire qu'on s'est vraiment focus sur accompagner les personnes qui résident au Canada. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je n'ai pas pu voir nécessairement mes publicités en France. Ça ne veut pas dire qu'on n'accompagnait pas du monde en France. On a continué d'accompagner du monde en France, mais au travers de formations en ligne. Parce que j'ai une formation qui traite de l'investissement immobilier en France. Mais j'ai coupé l'accompagnement où moi, je m'engage personnellement. Du coup, c'est ça. On s'est focus là-dessus. On a accompagné quand même plus de 8000 personnes. Entre la dernière fois on a tourné la vidéo et aujourd'hui. Beaucoup d'acquisitions, ça a été pas mal de stress également. Pas mal de stress, pas mal de prise de risque. Avec des associés, on a fait l'acquisition de plusieurs lots, mais également de terrains qu'on commence à développer. Parce qu'en fait, ce qui se passe au Canada, c'est qu'il y a une grosse crise du logement. Donc il y a un gros flux migratoire et il y a très peu de logements disponibles. Donc, par anticipation, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'au-delà de juste acheter des immeubles résidentiels, les optimiser, les rénover et les mettre à disposition à des locataires, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire, c'est acheter des terrains à plusieurs, attendre que les taux baissent et enclencher le processus de construction, ce qu'on est en train de faire notamment là. Donc, maintenant que moi, en fait, ce qui a changé également à mon niveau, c'est que je suis plus trop sur le terrain, sauf maintenant, tu vois, où là ça me fait plaisir parce que ça me permet de revenir à Paris, un peu me remémorer des bons souvenirs, on va dire. Mais côté Canada, je suis plus nécessairement sur le terrain, donc je suis venu plus ce qu'on appelle investisseur passif. Donc c'est que moi je gère plus la partie relation avec les investisseurs, levée de fonds, et j'ai mes associés qui gèrent plus ce qui est opérationnel, c'est-à-dire visite de terrain, acquisition, viabilisation du terrain, des permis, etc. Donc c'est des choses dans lesquelles je ne me connais pas forcément parce que je ne suis pas impliqué dans ça à 100%. Mais voilà, moi je m'occupe plus de la partie, on va dire dans l'ombre, si on peut dire ça comme ça. Ce qui me permet maintenant de dégager du temps et de repartir un peu sur d'autres projets, notamment à l'international. Mais là, pour le compte de nos participants. Donc là, on a la France. L'année prochaine également, on a prévu de faire un tour à Bali avec nos participants et le Mexique. Voilà. Pour là, une fois de plus, c'est pour les amener à investir. Nous, on a eu à faire des opérations là-bas de par le passé, mais maintenant, c'est de les amener sur le terrain. Donc, on a plusieurs événements qu'on va organiser sur place. Maintenant qu'il y en a pas mal qui ont accumulé plusieurs centaines de milliers, voire même plusieurs millions d'actifs. Maintenant ils ont les moyens de pouvoir se déployer à l'international et je pense que ça fait également partie du processus de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire ils ne vont pas que investir au Canada, il y en a certains qui investissent dans leur pays d'origine
et d'autres qui voilà, se diversifient dans d'autres pays comme les États-Unis, le Mexique et l'Asie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça se passe exactement au niveau des services, de l'organisation du business? Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais juste on faisait juste de la formation, accompagnement. Et ça, c'est bien, ça fonctionne bien, ça marche très bien aussi. Mais je pense que tu dois me le vivre également en France, c'est que on n'aime pas trop tout ce qui est formateur, immobilier, ça. On se dit est-ce que c'est de l'arnaque ou quoi, enfin bref. Ça fait que moi, en fait, je continue de le faire, mais j'essaie vraiment de sortir un peu du côté juste business en ligne, tu vois. Parce que moi je pense que ça c'est limité, donc vraiment, ce que j'ai fait maintenant, déjà on a pris des bureaux. On a 2 bureaux, un à Montréal et un autre également au Cameroun. En fait, c'est une agence de marketing gérée par mon partenaire, qui gère également mon marketing, dont je suis client de cette structure-là. Bref, en tout cas, c'est compliqué. Mais en gros, là, côté immobilier, on a le côté formation. Donc, on a Global Invest qui fait de la formation en ligne. Donc là, c'est formation en investissement immobilier, accompagnement sur le terrain avec tout ce qui est courtier immobilier, courtier agent immobilier, courtier hypothécaire. On a des personnes, par exemple, qui peuvent faire des travaux si les clients le souhaitent. On a des personnes qui font également la gestion. Donc, c'est vraiment, en gros, tu dis, si tu veux investir en immobilier, tu suis l'accompagnement. Et dans le cas de l'accompagnement, on te met en lien avec tous les professionnels nécessaires pour mener à bien ton investissement. Et ton réseau devient mon réseau dans le sens où demain, tu as également accès à ce réseau-là pour poursuivre tes investissements. Donc ça, c'est ce qu'on propose. Et on a commencé également à se spécialiser dans tout ce qui est création de sociétés d'investissement. Parce qu'au-delà juste du fait d'investir à titre personnel, on accompagne également les personnes à investir au travers de sociétés immobilières en fait. Et là, c'est lié à tout ce qui est protection d'actifs, aller acheter plus des biens commerciaux, voilà, aller sur de plus grosses transactions. Donc ça, je te dirais, c'est le côté accompagnement immobilier de A à Z. À côté de ça, ce qu'on a mis en place, c'est le côté courtage en prêt. Donc au Québec, on appelle ça du courtage hypothécaire. Donc on a créé une structure à l'interne qui finance tous nos clients pour aller leur chercher des prêts immobiliers, donc c'est-à-dire des hypothèques au meilleur taux possible. Donc avec ça, je m'associe avec un de mes partenaires. Donc on a fait une joint venture où moi je ramène les clients et lui gère le côté financement. Donc la compagnie s'appelle Global Hypothèque. On ne fait pas encore de communication par rapport à ça parce que là pour le moment ça ne sert que nos clients. Et d'ici quelques mois, je dirais, on va commencer à déployer ça au plus grand et le proposer au plus grand public. Donc ça c'est le côté hypothèque. Donc tu vois, ça fait que c'est quelque chose que je faisais déjà, de mettre en relation par exemple les personnes qui font l'accompagnement immobilier avec des courtiers en prêt immobilier, c'est-à-dire des courtiers hypothécaires. Donc là vraiment pour me structurer vraiment comme une entreprise, j'ai décidé de créer ce pôle-là de courtage hypothécaire pour servir nos clients. Donc tu vois, ça fait qu'il y a le côté formation qui alimente maintenant le courtage hypothécaire. Un autre pôle qu'on a également développé, c'est tout ce qui est financement privé. C'est de faire du prêt privé en vue de faire des acquisitions immobilières. Donc par exemple, si quelqu'un a un projet immobilier, nous on est capable par exemple d'amener les fonds et de prendre des parts dans ces projets immobiliers. Donc c'est une compagnie qui s'appelle Global Acquisition. Donc tu vois, on a Global Investisseur qui est la compagnie de formation, Global Hypothèque qui fait l'hypothèque et Global Acquisition qui fait des acquisitions immobilières sous forme de partenariat privé. Donc c'est du prêteur privé, investisseur privé. Donc ça c'est une activité honnêtement qui, voilà, c'est peut-être un projet ou une transaction par an ou tous les 2 ans. C'est vraiment de gros projets. Donc ça c'est les 3 pôles principaux qu'on a. Donc mon idée, tu vois, c'est que ce soit indépendant parce que c'est pas dit que je fasse du YouTube toute ma vie. Donc c'est de pouvoir me retirer à un moment donné, mais de permettre à ces structures-là de rouler toutes seules. Parce que là en fait, je te dirais 80% de l'activité dépend de moi. C'est-à-dire que si je ne suis pas en ligne, si je ne fais pas de conférences, si je ne suis pas visible sur Internet, ça ne tourne pas. Bon, je ne vais pas nécessairement... Là, ça me plaît bien, tu vois, ça ne me dérange pas, mais je pense qu'à un certain âge, je ne serai pas nécessairement tout le temps actif sur Internet.
Et voilà, moi, et mon but, c'est d'aller progressivement. Tu vois, par exemple, de créer un cabinet de courtage immobilier, donc qui gère des courtiers immobiliers, de créer également un cabinet de courtage en assurance pour fournir des assurances pour mes clients. Pareil, en comptabilité, là je fais déjà de la comptabilité en partenariat avec un cabinet comptable, mais là l'idée c'est de vraiment créer un cabinet comptable à l'interne pour servir les clients, tu vois. Bon, c'est un peu en mode, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu tentaculaire, c'est-à-dire c'est que tu as le noyau et maintenant tu as plusieurs cordes qui servent des clients et qui sont indépendantes l'une de l'autre en fait. Ça fait que demain je peux peut-être revendre une des compagnies. Tu vois, s'il y en a une qui ne fonctionne pas, ça va pas nécessairement affecter le tout. Et comme ça, moi, derrière, je peux me retirer et continuer d'opérer. Et à côté de ça, j'ai un de mes partenaires qui gère le côté marketing. Donc, en fait, il a sa propre agence de marketing qui s'appelle Quantum. Et ça gère en fait mon marketing. Donc, tout ce qui est vidéo, publicité, etc. C'est lui qui s'en occupe. Et l'idée également, c'est au travers de mon personal branding, c'est également d'attirer d'autres personnes qui veulent également développer leur business en ligne, leur visibilité, leur publicité, parce que lui le gère pour moi. Donc le partenariat que j'ai avec lui, c'est de pouvoir permettre de faire grossir également ces structures-là de par l'activité qu'on a en fait sur Internet. Donc on a plusieurs entrepreneurs qu'on a eu à... Parce qu'à côté de l'immobilier, je fais également un peu de mentorat business, tu vois. Donc je les amène, je leur partage la stratégie, mais c'est lui qui s'occupe du côté opérationnel. Donc voilà, on va dire c'est un petit groupe qu'on a commencé à mettre en place et qui fonctionne très bien et on est les seuls à faire ça au Québec. Voilà. C'est cool, du coup tu as développé une sorte de pieuvre quoi. Voilà, c'est ça, exactement, c'est vraiment une sorte de pieuvre, c'est ça. Et c'est ça l'idée, hein. Parce qu'en fait, si tu veux, pour te dire les choses, c'est que quand je suis arrivé au Québec, comment dire, le fait que je l'ai pas vécu en tant que tel, mais c'est les échos que j'ai eus. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là avant moi qui n'appréciaient pas nécessairement. C'est pas qu'ils n'appréciaient pas ce que je faisais, mais pour eux, j'étais pas entre guillemets legit tout. Tu vois, enfin, je me dis, après ça c'est leur problème, tu vois, mais peut-être ils se sont sentis en danger du fait que j'arrive, boum, je rentre sur le marché, je commence à, tu vois, je commence à un peu à bousculer le truc, à disrupt the market comme on dit. Et ça leur a pas nécessairement plu. Bon, moi j'ai rien contre entre guillemets. Ça m'a pas nécessairement trop impacté. Au contraire, moi je vois ça positivement, ça veut dire que ça fonctionne et que ça marche. Mais c'est ça. Et c'est de faire un peu la différence, tu vois. Pas juste de faire, ok, oui je fais de l'immobilier, mais c'est de vraiment avoir un réel business en fait. Et là ça demande vraiment d'avoir toujours un step en avant. Et du coup, je pense que du coup, tu as déjà dû avoir plusieurs challenges du coup, par rapport justement aux antagonistes que tu as pu avoir. Ah oui, clairement. Après, je pense que c'est les choses qui sont menées à arriver à un moment donné quand je suis entrepreneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va te dire que il évolue, il n'y a jamais eu de problème, c'est tout mentir, tu vois. Et c'est sûr que voilà, il y a eu des périodes un peu où c'était plus difficile. Et qu'est-ce qui t'a par quel moyen en fait t'as pu justement les surmonter? En fait, ça demande beaucoup de prise de hauteur, de résilience en fait, tu vois. C'est-à-dire, je me suis dit bon, ok, si ça arrive, je te donne un exemple, par exemple, tu es en business, tu vas te faire poursuivre par quelqu'un, ça peut être par un collaborateur, ça peut être par un partenaire, ça peut même être par des clients, et peut-être tu vas même également avoir des concurrents qui vont faire en sorte que de te créer des problèmes indirectement, tu vois. Donc moi en fait, au début, c'est les choses par exemple qui m'affectaient. Parce que tu te dis, qu'est-ce que tu as fait, tu commences à douter, etc. Bon, et après je me fais beaucoup accompagner par des mentors qui me disent non, mais c'est normal que tu peux pas arriver à un certain niveau et tu n'as pas eu de problème en fait, ou tu n'as pas des personnes qui veulent t'attaquer, ça fait partie du processus. Donc tu dois vraiment l'intégrer et vivre avec. Et le plus tu vas pouvoir surmonter ça, le plus ça montre que tu évolues, tu vois. Donc moi ce que j'ai commencé à faire, c'est que face à ces problèmes-là, je vois le bon côté. Ça c'est numéro 1, c'est de voir le bon côté. C'est de se dire ok, s'il y a ça,
Et ça peut être que ça vient de moi le problème. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas d'erreur ou quoi que ce soit. Mais je me dis, s'il y a ça, c'est pour une raison. Donc maintenant, moi, je me focus plutôt sur la solution. Comment résoudre ce problème-là. Et dans la mesure où tu résous le problème, ben, tu évolues. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est de me préparer à ce type de problème. Parce que tu sais, bon, là, je vais un peu rentrer dans le délire visualisation, dev perso, mais c'est que quand tu évolues ou quand tu entreprends quelque chose, tu vas toujours espérer le meilleur, en fait. C'est-à-dire que voilà, il faut que ça marche, il ne faut pas qu'il y ait de problème, il faut que tout roule comme sur des roulettes, etc., etc. Ça, c'est bien. Mais de temps en temps, il faut également imaginer ce qui peut t'arriver. Donc le pire, tu vois. Donc, en imaginant le pire, en fait, tu te prépares à ça tout en espérant le meilleur. Donc ça fait qu'en fait, des fois, je me pose, même que ce soit seul ou même avec mon coach, et je lui dis, ok, ben, si ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, ça peut être un concurrent qui essaie de faire des trucs, ou ça peut être un partenaire qui essaie de faire des trucs, etc., qui a pour objectif de me déstabiliser. Bah, je me prépare à ça. Donc j'imagine des scénarios où telle personne fait ça pour m'atteindre de telle manière. Dans la mesure en fait où tu penses à ça et tu imagines ça, bah, tu trouves les solutions pour contrer ça le jour où ça arrive. Tu vois. Donc ça fait que aujourd'hui maintenant je peux avoir des situations où bah, voilà, j'ai tel problème, où il y a tel truc qui me tombe sur la tête. Bah, en fait des fois je suis préparé à ça en fait. Parce que j'ai pensé à ça. Donc exactement. Donc et après il faut ça vaut pour tout le monde, hein, que ce soit en investissement bien mais en entrepreneuriat, c'est que bah, le plus tu évolues, le plus tu as des problèmes en fait. Parce qu'il y a des personnes des fois qui se disent voilà, je vais lancer mon business, je vais entreprendre ou je vais investir, ça va résoudre des problèmes. Oui, ça va résoudre certains problèmes, mais ça va également en développer d'autres. Et généralement l'amplitude est fois 10 voire fois 100. C'est que si tu as des résultats comme ça, ben, tu vas avoir 10 fois plus de problèmes. Peut-être pas 10 fois plus de problèmes, mais en tout cas, l'intensité du problème va être très forte en fait. Juste un exemple. Ça va être similaire à l'énergie que tu vas mettre. Exactement. Il y a des personnes qui vont dire oui, j'ai pas envie de stresser, mais en fait, le stress, ça dépend de comment tu perçois le stress. Le stress, peut-être, ça peut être un moteur, comme ça peut être quelque chose également qui te rend malade en fait. Mais par exemple, moi, des fois, ça peut être. Par exemple, on a plus ou moins. Je dirais, bon, c'est un peu diminué, mais on a une vingtaine de collaborateurs. Bah, c'est stressant. D'une part, de se dire, ok, tu as 20 personnes qui dépendent de toi. Mais ça te motive en même temps parce que tu te dis, ces 20 personnes comptent sur moi, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, et ça revient avec ce que je disais tantôt, c'est de voir le bon côté. Parce que si tu te dis, ok, ça me stresse d'avoir 20 personnes qui dépendent de moi, tu en as certains qui vont se dire, ils vont commencer à, je sais pas, faire un burn-out ou se mettre de la pression, etc. Alors que si tu te dis, ok, j'ai 20 personnes qui dépendent de moi, oui, ça te stresse, mais ça te motive également à ne pas avoir le droit à l'erreur. Bah finalement, ça te drive parce que tu vas te dire, non, si un jour où tu es un peu down, bah tu vas te dire, non, il ne faut pas que je sois down parce qu'il y a quand même 20 personnes, il y a 20 familles, il y a 20 parents qui dépendent de moi, dont les enfants, tu vois. Donc tu vois, c'est toujours voir le bon côté de la chose. C'est ça. Là, je pense qu'on est bientôt arrivé. C'est ça, chef. 4 minutes, ok, parfait. C'est bon. Waouh, c'est un peu bizarre, hein. Là, on est à Bagnolet. Donc Bagnolet, c'est l'endroit où j'ai fait mes premiers investissements immobiliers. Donc c'est ça, l'idée, c'était de voir un peu comment la zone a évolué. Parce qu'une fois de plus, l'idée, c'est d'amener nos participants, non pas à refaire ce que j'ai eu à faire, mais de les emmener un peu dans les endroits où j'ai eu à faire des investissements et où ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est une place que j'ai, ça fait... la dernière fois que je suis venu là, c'était en 2000. On va partir comme ça. La dernière fois que je suis venu là, c'était en 2016. Donc 2016. Donc là, on est rendu à pratiquement 8 ans plus tard. Donc c'est ça. L'idée, c'est de voir un peu ce qui a changé. Donc là, on voit que avant il n'y avait pas de salle de sport. Maintenant, il y a une salle de sport ici. Et en même temps qu'on visite les lieux, je vais un peu vous expliquer comment ça se passait pour moi à l'époque. Donc, j'habitais pas loin d'ici. Je vous dirai pas où exactement, mais très très proche. Et en fait, à l'époque,
je travaillais chez KPMG. Ok. Donc j'avais un salaire de 2000 euros. En fait, j'ai démarré en alternance où je gagnais à peu près 1100 euros par mois. Et voilà, c'était pas évident, 1100 euros par mois. C'était quand même bien. Pourquoi? Parce que j'avais les aides au logement, mais c'était pas nécessairement suffisant. J'avais les aides au logement. Donc à l'époque, j'habitais dans le 92. J'habitais à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Par la suite, je me suis dit que dès que je vais avoir un emploi, je vais acheter mon premier appartement. Donc c'était la résidence principale notamment. Donc j'avais ma résidence principale non loin d'ici. Et une fois que j'ai acheté ma résidence principale, ça a été un peu difficile parce que en commençant à travailler chez KPMG, j'avais un salaire à peu près de 2000 euros par mois. J'avais un salaire de 2000 euros par mois et du coup, cette résidence principale-ci m'absorbait. Parce que les 2000 euros, mon crédit prenait la moitié de mon salaire. Donc ça prenait la moitié de mon salaire. Et à côté de ça, voilà, je vivais à l'époque avec mon petit frère, j'avais ma copine de l'époque qui m'a fiancé aujourd'hui. Donc voilà, c'était quand même assez tight. Et par la suite, de par la relation que j'avais avec un de mes collègues en particulier, que vous verrez même très prochainement sur la deuxième journée de ce vlog, j'ai commencé à investir en immobilier. J'ai tout de suite vu le potentiel qu'offre l'immobilier. C'est très simple, hein. Vous prenez du crédit pour acheter. Vous prenez du crédit, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas le vôtre pour acheter des biens et c'est d'autres personnes qui payent. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, il faut acheter le maximum d'appartements possible pour pouvoir finalement profiter de ce levier-là. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai démarré les investissements par la suite dans le 93. On fera également un tour, on y est, mais on est dans le 93, mais c'était plus du côté de Aubervilliers, Pantin. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, j'avais des amis à moi également, des collègues qui se moquaient de moi en se disant mais comment ce gars il va acheter dans des zones bizarres, etc. sans savoir que c'est là-bas que le prix de l'immobilier a le plus évolué. Donc j'ai fait un peu moins d'une dizaine d'opérations à l'époque avant de m'expatrier au Canada où voilà, après vous connaissez la suite. Mais c'est ça me faisait plaisir, ça me tenait à cœur de revenir ici en fait parce que c'est là que je pourrais dire, pas que tout a commencé, mais c'est là que c'est non loin d'ici que j'ai commencé à comprendre le fait d'investir en immobilier. Donc on va faire un petit tour. En même temps, ça me permet de me rappeler un peu l'endroit. Du coup, là, tu reviens en France, tu vois un peu la différence par rapport à là où tu vis. Du coup, de par ton parcours et de par justement ce par quoi tu es passé, si justement tu devais recommencer en France, toi, qu'est-ce que tu ferais? Les différents... Si je devais recommencer, genre avec les mêmes connaissances que j'ai actuellement ou... En fait, je pense que ce que j'aurais fait, en fait, je vais pas dire que j'aurais pas pris un emploi différent parce que c'est cet emploi qui m'a permis, parce que je travaillais en audit, tu vois, et en audit c'était, les horaires c'était violent. Mais tu vois, c'est le fait d'avoir travaillé dans ce domaine-ci qui m'a permis de rencontrer mon collègue qui m'a ouvert les yeux par rapport à l'immobilier. Donc dire que j'aurais changé d'emploi, pas nécessairement, mais honnêtement c'était une bonne expérience, tu vois. Parce qu'en fait, même l'emploi que j'avais, ça te demande une grosse capacité de travail. Ce qui me sert aujourd'hui dans mon business, tu vois. Donc, en fait, je pense pas que j'aurais acheté ma résidence principale. Ça, je pense que c'est l'une des erreurs que j'ai faites. Parce que ça m'a freiné. Je pense pas que si j'avais eu à recommencer, j'aurais pas acheté ma résidence principale. Maintenant, la résidence principale, je l'ai achetée un peu par nécessité, tu vois, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est quand t'es étudiant étranger en France, il faut des garants français, tout ça, donc pour trouver des logements, c'était un peu compliqué, tu vois. Même si j'ai pas eu de problème de logement en soi, mais je voyais la galère que ça prenait pour trouver les logements, donc je pense que le fait que j'ai eu la possibilité rapidement d'acheter un bien immobilier, je me suis directement penché vers la résidence principale et psychologiquement, voilà, c'est une sorte de sécurité, tu vois. Non. Chose que, heureusement, en fait, ce qui m'a sauvé, c'est quoi? C'est qu'en achetant ma résidence principale, j'ai pas frappé ma capacité d'emprunt maximale, tu vois. Chose que j'ai failli faire parce qu'à l'époque, tu vois, la plupart de mes collègues, ils étaient en couple. Donc, ils achetaient, par exemple, des propriétés à deux. Avec leur conjointe, ils achetaient des propriétés à deux. Je pense qu'à l'époque, la plupart de mes collègues, ils achetaient des biens, genre, vers les 300, 350 000 euros. Moi, j'étais limité à 195 000 euros, 198 000 euros.
Donc, j'avais pas le choix que d'acheter quelque chose de plus petit, en fait, tu vois. Donc, ça fait que, même dans mon confort, j'étais dans l'inconfort parce que je me suis dit, ok, cet appartement, si c'est bien, voilà, une chambre, c'est un 40 mètres carrés, une chambre, on est 3. Bon, t'es d'accord avec moi que c'est pas bon, tu vois. Il manque un truc, en fait, tu vois. Donc, ça fait que même si j'étais content et j'étais fier de moi de me dire, enfin, j'ai ma résidence principale, je me suis dit, non, plus tard, il me faut quelque chose de plus gros. Et j'ai vu tout de suite que mon salaire me limitait. Donc, c'est de là que le lien s'est fait via mon ami, que vous allez même voir après-demain. C'est de là que comment dire, le lien s'est fait avec l'immobilier, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ok, mais en fait, j'aurais dû plutôt acheter du locatif. Vu qu'il me restait encore une certaine marge de manœuvre par rapport à ma capacité d'emprunt, j'ai commencé à acheter des biens de 50, 60 000 euros que j'ai mis en location et qu'on a revendu par la suite avant d'aller au Canada. Donc c'est ça que j'aurais fait autrement. Pas la résidence principale. Je pense qu'également j'aurais dû, ça c'est numéro 1, numéro 2, j'aurais dû être plus agressif au niveau des crédits. Parce qu'en fait, si tu veux arriver au Canada, il y a une notion qu'on a appris qui s'appelle le financement créatif. C'est le fait, en fait, tout le monde utilise le financement créatif. Le financement créatif, c'est quoi? C'est toutes les lignes de crédit. Tous les crédits, ça peut être un prêt pour une voiture, ça peut être un prêt pour un téléphone, ça peut être un prêt pour des études que tu peux finalement utiliser pour investir. Parce que regarde ce qu'on nous dit de faire, c'est qu'on va te dire de prendre un prêt pour consommer. Pourquoi ne pas prendre ce prêt pour investir et grâce à l'investissement, tu consommes ce que tu veux consommer, tu vois. Donc, c'est un peu de faire les choses dans un autre sens. Donc, j'aurais dû être plus agressif au niveau du crédit. Tu vois. Ça, je l'ai compris en arrivant au Canada. Et même en France. Ce sont qu'on est là, présentement, on est en France, mais. Ça, c'est pas quelque chose de répandu au niveau de l'état d'esprit. Exactement. Pourtant, il y a de grosses possibilités. J'en parlais même pas plus tard qu'hier avec un membre de ma famille, là. Il y a énormément de possibilités de financement créatif. Pour te dire, il y a des stratégies pour lever entre facilement 50, 100 000 euros de crédit que finalement, tu vas dire, ok, que d'attendre d'épargner 50 000 euros, je peux lever les 50 000 euros maintenant et passer à l'action maintenant. Et j'en parlais même pas plus tard que ce matin avec ma mère, c'est ça, je lui ai expliqué, je lui disais, écoute, je suis revenu en France, je vois qu'il y a des possibilités en termes de... Il y a une dame qui va passer. Je vois qu'il y a des possibilités en termes de financement créatif. Allez-y, madame, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a des possibilités en termes de financement créatif. Et j'expliquais ça à ma mère, en fait. Je lui disais que, voilà, il y a des personnes qui vont épargner pendant un an, ils vont épargner 500 euros par mois. Tu épargnes 500 euros par mois, ça te fait 6 000 euros à la fin de l'année. Au bout de 2 ans, tu as 12 000, 3 ans, ça fait combien? Ça fait 18 000. Au bout de 3 ans, tu es content, tu as accumulé 18 000 euros. Alors que tu peux aller prendre un crédit, par exemple, de 50 000 euros, et tu payes 500 euros par mois de mensualité. Donc moi, par exemple, tu vois, j'ai préféré prendre un crédit de 50 000 euros, le laisser sur mon compte bancaire. En plus, ici, les taux d'intérêt sont bas. Donc, je préfère prendre un crédit de 50 000 euros, le laisser sur mon compte bancaire, et moi, de ma poche, payer les 500 euros par mois. Tu vois, je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais tu te retrouves avec 50 000 euros one shot que ça t'aurait pris, à raison de 500 euros par mois, ça t'aurait pris facilement plus ou moins 5 ans à épargner, alors que là tu peux l'avoir en 2 semaines là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait que moi j'aurais dû faire et je l'ai compris. C'est arrivé au Canada que j'ai compris ça. Je me suis dit merde, si j'avais su ça avant et que j'avais exploité tous les leviers en termes de financement créatif en France, mais laisse tomber, ça aurait été un autre truc, tu vois. Donc c'est ça. Moi je pense que si j'aurais dû faire autrement, ça aurait été, c'est ça, le côté résidence principale et crédit. Ouais, clairement. Donc, en tout cas, on a fait un bon petit tour là. Là du coup, on va retourner à l'appartement parce que on va avoir la séance de coaching qui va démarrer sous peu. Donc voilà, on va aller voir le chauffeur là et on va retourner. C'est lui, non? Oui. Attends, je pense que c'était garé de l'autre côté.